Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi, pour ce tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est fondamental au niveau physiologique, dans la régulation de notre corps humain. En fait, il s'agit d'un principe qui est presque à la base. Non, en réalité, il est totalement à la base de la plupart des mécanismes physiologiques, des réponses que nous pouvons avoir dans notre corps. Et vous allez voir, ça a une implication majeure pour nous, entrepreneurs, dans notre vie quotidienne, dans notre productivité, dans notre santé et dans le fait d'atteindre nos objectifs. Je veux parler aujourd'hui du principe d'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le principe d'homéostasie? On va le voir évidemment ensemble. On va regarder quelles sont les applications déjà physiques, physiologiques dans notre corps humain. Il y a plein de choses à apprendre par rapport à ça, mais il y a surtout pas mal d'applications dans l'entrepreneuriat, des choses à comprendre et vous allez voir, ça va vraiment vous intéresser. D'abord, concrètement, l'homéostasie, c'est quoi? Parce que c'est un mot un petit peu barbare, assez pompeux, qu'on n'entend pas nécessairement. On commence de temps en temps à l'entendre, mais fondamentalement, c'est quoi? L'homéostasie, c'est ce principe d'économie d'énergie, d'avoir le minimum de dépenses énergétiques pour le maximum d'efficience. En réalité, c'est un état d'équilibre, et c'est ça, l'homéostasie, c'est l'équilibre le plus efficient de notre corps humain. Cet équilibre qui nous permet de survivre, évidemment, c'est la première chose que le corps humain doit arriver à faire, c'est survivre avec une dépense énergétique la plus faible possible et avec une efficience la plus importante. Alors, sur le concept, c'est relativement facile à comprendre. On est au milieu, à l'équilibre, entre ce qui nous prend plus d'énergie et qui n'est pas aussi efficient, ou entre ce qui est peut-être plus efficient mais qui nous prend encore beaucoup plus d'énergie. En tout cas, c'est avec l'évolution, la consommation minimale d'énergie que l'on puisse fournir pour avoir le meilleur des résultats. C'est étonnant. Dans l'entrepreneuriat, on essaye également, il me semble, d'avoir une dépense énergétique la plus faible possible ou la plus moindre possible pour un résultat le plus efficient possible. Qui n'a jamais entendu parler de toutes ces techniques de travailler 4 heures par semaine, par exemple, pour avoir un business rentable? Je ne dis pas que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça dépend de chaque modèle de business, le problème n'est pas là, la discussion n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve non seulement en physiologie, mais qu'on retrouve en fait partout dans notre monde. Et c'est ça qui en fait un concept excessivement intéressant. Alors la première explication, le premier exemple que je vais pouvoir vous donner par rapport à ce principe d'homéostasie, c'est la régulation de la température. On est réglé sur 36 degrés, 36 degrés 8, c'est la température de notre corps humain, que ce soit ici en Belgique, en France, en Espagne, en Afrique, aux États-Unis, en Inde, en Australie, sur les îles, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peu importe. La température la plus efficace du corps humain, celle qui est régie comme la normale, c'est 36 degrés 8. Et comment est-ce que ça se fait que tous les êtres humains ont cette même température, bien qu'on vit dans des environnements différents? Et en fait, c'est parce qu'on vit dans des environnements différents qu'il y a le principe d'ajustement, d'arriver de nouveau à cet équilibre, puisque l'évolution a fait que, avec ces 36 degrés 8 précisément, c'est à cet endroit-là et c'est avec cette température-là que nous avons le moins de dépenses énergétiques pour être le plus efficient possible dans nos activités de tous les jours. Il ne faut pas oublier que l'être humain, il est resté coincé à la préhistoire, les mécanismes physiologiques quasi aussi, tout comme le cerveau. Donc, comme la principale préoccupation de notre corps, c'est de survivre, il ne faut surtout pas dépenser trop d'énergie pour survivre, surtout si on doit combattre des mammouths, surtout si on doit jeûner pendant longtemps parce qu'il n'y a plus rien à manger. Il faut que l'ensemble de notre corps ne nous prenne pas trop d'énergie. Et ça se voit effectivement encore aujourd'hui, l'exemple de la température est le premier exemple est assez flagrant. Il fait un petit peu plus chaud dehors, on transpire pour réguler notre température. On évacue de l'eau, cela permet avec
l'eau qui s'évapore, de réduire notre température corporelle. Donc tout le monde transpire avec les températures qu'on a eues pour l'instant. C'est normal, et c'est normal puisque c'est notre principe d'homéostasie qui gère ça. De même, quand il fait très froid, on a la capacité de se couvrir, et heureusement, je suis la première frileuse de toutes, clairement. Donc, les surcouches et la méthode de l'oignon, je connais, si ce n'est que notre corps participe aussi au fait de ne pas avoir une température corporelle qui descende trop loin en dessous des 36 degrés 8. Il met les muscles en branle qui produisent de la chaleur et donc on tremble. Tout ça pour arriver et pour garder l'équilibre bien au milieu de la température. On pourrait citer encore dans un autre domaine la glycémie avec la régulation du sucre dans le sang. Quand on mange, il y a une augmentation du sucre, ce qui déclenche, en fait, ce qui entraîne un déséquilibre dans notre système. Ça déclenche la production d'insuline pour capter, métaboliser, stocker le sucre. Donc quand ça fait trop longtemps qu'on ne mange pas, le sucre est du coup trop bas dans notre système et intervient alors une autre hormone, le glucagon. Tout ça sont des choses qui fonctionnent à merveille, c'est tout à fait automatisé, ça se passe hyper bien, ce sont des capteurs qui se trouvent un petit peu partout dans l'ensemble de notre organisme et ça fonctionne génialement bien. Tout ça basé sur ce principe d'homéostasie. Un autre exemple, et qui ici va clairement avoir aussi une application pour nous entrepreneurs, c'est le fameux pilote automatique. Qui n'a jamais conduit sa voiture et qui se retrouve perdu dans ses pensées, en train de se dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Qu'est-ce que je vais manger demain? Et ma création de contenu, comment est-ce que ça se passe? Et je n'ai pas eu autant de followers que je le voulais. Et tiens, j'ai oublié de rappeler ou d'envoyer ce mail à quelqu'un. » Bref, je vous passe tout ce qui se passe dans ma tête et probablement dans la vôtre. Mais on est en train de conduire et pourtant on est occupé dans notre cerveau à penser à tout à fait autre chose. On est en pilote automatique. C'est une habitude de conduire qui est bien ancrée. C'est une autoroute neuronale. La plasticité cérébrale évolue au fur et à mesure de l'âge, au fur et à mesure des apprentissages surtout, et on favorise, et notre cerveau favorise des autoroutes neuronales. Ça veut dire des connexions qui sont tellement utilisées qu'il y en a de plus en plus, qui fait que quand une information arrive, en fait, on ne se pose même plus la question de savoir comment est-ce qu'il faut que j'y réagisse. Plouf, ça rentre dans l'autoroute. Quand il se passe A, je fais B, qui en découle C, et on arrive sur D. Et c'est parfait, et ça ne nous demande aucune charge mentale, ça ne nous demande aucune énergie. C'est un moyen pour notre cerveau et donc pour notre organisme d'avoir un maximum d'efficience pour un minimum d'énergie. Le cerveau fonctionne majoritairement par ces autoroutes neuronales. Combien de fois est-ce que vous ne vous êtes pas surpris à dire « Tiens, je suis déjà arrivé à destination, j'arrive à la maison et je me souviens pas de mon trajet ». C'est un peu dangereux, hein, je vous l'accorde. Maintenant, moi, j'ai clairement un autre exemple. J'arrive en retard le matin très souvent. Ce qui est assez embêtant puisque quand je regarde ma montre, je me dis « Oh mince, il est 8 heures car il faut que je parte ». Si ce n'est qu'en fait, dans mon autoroute neuronale, je me suis rendu compte que même si je partais à 8h20, j'étais encore à l'heure. J'étais toute juste, mais j'étais à l'heure. Sauf que je l'ai utilisé un certain nombre de fois. Mon cerveau a assimilé le fait que si je pars à 8h20, je serai encore à temps. Sauf que moi, consciemment, je dis non, je veux partir à 8h15. Et mon cerveau, autoroute neuronale, 8h20, on part. C'est la réponse classique. Et je suis en retard. C'est pas très sympa, c'est pas très chouette. Après, il y a clairement moyen de travailler sur ces autoroutes neuronales, ça prend juste du temps. Et c'est là où ça nous mène au parallèle de l'entrepreneuriat et de la difficulté à l'instauration de nouvelles habitudes. Les autoroutes neuronales mettent entre 1 et 3 semaines à se former. Par contre, pour les déconstruire, ça prend beaucoup plus de temps, puisque systématiquement, l'information va quand même passer par notre autoroute neuronale, par l'habitude que nous avons d'avoir, de faire des choses, de répondre à certains mécanismes. Tu m'agresses, je me sens agressé. Ou je t'entends comme agressé, dans mon cerveau, ça se processe comme étant une agression et la colère sort. Prendre une cigarette, c'est la même chose. Je suis un peu stressée, j'ai eu
un appel difficile, j'ai une journée difficile, je vais tirer sur ma cigarette, je vais me prendre mon verre de vin le soir. C'est une autoroute neuronale, c'est une habitude. Puisque c'est une telle autoroute, c'est facile. On rentre au panneau, on sort au panneau, on ne se pose aucune question, il n'y a pas de dépense énergétique. Et c'est ça qui rend le changement des habitudes excessivement compliqué, et c'est pour ça qu'en réalité, on doit passer beaucoup de temps, de discipline et d'énergie quand on veut changer une habitude. Puisque oui, le fait d'emprunter la voie alternative à cette autoroute neuronale va nous demander plus d'énergie. Elle va passer d'office sur l'autoroute, mais après, il faut investir de l'énergie dans la voie accessoire, dans le petit chemin de traverse où consciemment, on se dit non, ce n'est pas comme ça que je veux raisonner, mais c'est de l'autre manière. Je viens d'avoir un coup de stress, j'ai besoin d'aller prendre l'air, de fumer ma cigarette pour redescendre, c'est mon autoroute neuronale. Non, en fait, je n'ai plus envie de fumer. Je vais aller dans la cuisine, prendre un verre d'eau, aller marcher le tour du bloc, les mains dans les poches, ou en mangeant une pomme par exemple, pour m'occuper les mains. Ça, c'est la voie annexe qui demande plus d'énergie, qui demande une conscientisation du fait que ça ne passe pas par la voie normale, entre guillemets, et ça prend du temps puisque la voie normale est alimentée, mais vous alimentez en même temps, avec de l'énergie, une voie accessoire qui va progressivement prendre de l'ampleur, dont avec le cerveau et la plasticité neuronale qui va permettre de nouvelles connexions neuronales, qui va faire en sorte que cette voie alternative, devienne votre nouvelle route tonale. Et puis on laisse en décrépitude les mauvaises habitudes là sur le côté, qui vont aussi mettre du temps à se dégénérer et à ne plus être utilisées. On le voit évidemment dans beaucoup d'habitudes, on le voit aussi dans le fait de devoir prendre des décisions. Alors, pour la prise de décision, il y a quand même beaucoup de choses qui interviennent, dont un facteur majeur de peur et de toutes les peurs et du besoin d'appartenance dont on parlera une prochaine fois parce que c'est hyper intéressant et j'adorerais vous en parler. Non, j'adore vous en parler et je vais vous en parler aussi, c'est juste pas le sujet, sinon ça va nous faire un podcast d'1h30. C'est pas le but, je pense que vous allez en avoir assez quand même aujourd'hui avec tout ça. Mais dans la prise de décision, les habitudes sont évidemment un facteur majeur. Si on prend toujours la décision de rester en sécurité, si on prend toujours la décision de rester dans sa zone de confort, si on prend toujours les décisions de passer sur les voies neuronales, les autoroutes neuronales qu'on connaît, la prise de décision est d'autant plus difficile puisque ça nous demande d'investir de l'énergie, de penser à côté du cadre, hors du cadre, de prendre un chemin alternatif qui parfois n'existe même pas. Et donc on se retrouve à devoir proposer des solutions alors que notre carte mentale est totalement vide et que cette solution, dans notre cerveau, n'existe même pas encore. Elle n'a jamais été explorée. Et ça rend le changement d'habitude tout aussi compliqué. On pourrait également faire le parallèle entre le principe d'homéostasie et la procrastination. La procrastination, concrètement, c'est quoi? C'est le fait de repousser les tâches importantes à un futur ultérieur, plus ou moins proche. En général, on a consciemment envie de le repousser dans un futur assez proche, genre ouais, je le fais dans 5 minutes, je le fais dans 10 minutes. Sauf que notre cerveau, il comprend, oui, je le ferai quand j'aurai de l'énergie, et donc quand j'aurai de l'énergie à dépenser, ce qui n'est en fait jamais le cas. Il n'a jamais trop d'énergie volontairement à dépenser. C'est parce que nous, on le motive, c'est parce que nous, on prend le dessus avec notre mental conscient, mais sinon, le corps humain est toujours réglé sur son principe d'économie d'énergie. Heureusement, de nouveau, puisqu'on était censé survivre et qu'on avait besoin d'accumuler, de stocker de l'énergie au moment où on devait en produire, pour combattre, pour fuir, pour jeûner, pour survivre, en gros, ce qui n'est plus le cas actuellement, mais l'évolution du cerveau, l'évolution de notre physiologie est quand même beaucoup plus lente que l'évolution de notre société, qui est totalement accélérée et décorrélée, complètement décorrélée de ce qui se passe dans notre corps humain. La procrastination, du coup, est quelque chose qui est tout aussi inconscient,
qui, comme la prise de décision, a énormément d'autres facteurs concomitants, et il y aura définitivement un podcast aussi sur la procrastination. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Sachez que ce n'est pas tout à fait de votre faute, qu'il y a moyen, bien entendu, de vaincre la procrastination, mais la première étape est de conscientiser le fait que vous êtes en train de jouer un jeu d'échecs face à vous-même, où votre adversaire est votre homéostasie, est votre physiologie, et c'est à celui de la motivation et de la discipline et de la physiologie qui va en fait mettre échec et mat à l'autre. Pas pour l'écraser, mais surtout pour passer au-dessus d'une machine qui est excessivement bien huilée et rodée du principe du minimum d'énergie dépensée pour le maximum d'efficience. Votre procrastination vient du fait que votre corps, pour l'instant, n'a pas envie de dépenser de l'énergie que lui juge inutile à dépenser pour quelque chose dont il ne voit pas l'intérêt. Il ne voit pas l'intérêt d'un point de vue physiologique, il ne voit pas l'intérêt d'un point de vue psychique, mental non plus. Il y a aussi clairement des questions à se reposer de quel est l'objectif, est-ce que mon objectif est suffisamment important pour ma procrastination, et puis parfois, il y a clairement des moments où il y a juste pas de jus pour ça, et c'est aussi ok. Mais c'est une réponse qui est physiologique interne. Le corps estime qu'il n'y a pas de jus pour faire quelque chose en plus qui va lui coûter de l'énergie. Et donc, dans le principe de la procrastination, quand vous restez des heures assises dans votre canapé, à regarder le mur, à scroller, il y a bien sûr d'autres facteurs comme l'addiction à la dopamine, etc. De nouveau, j'en reparlerai dans un épisode de podcast, mais sachez vraiment que vous combattez votre propre système interne qui a plusieurs centaines de milliers d'années quand même. Il y a une dernière chose dans les exemples que je voudrais vous parler. On n'a pas parlé de physiologie pure ici et c'était pas le but de nouveau de ce podcast ici. Le podcast n'a pas du tout de visée de faire des cours magistraux, d'apprendre énormément de choses physiologiques pures qu'on peut retrouver dans des livres. Je ne suis pas une université et ce n'est pas mon but ici. Le dernier exemple que je voudrais vous proposer, c'est celui de l'équilibre vie pro vie perso. Ah, on l'entend partout celui-là. Ça, je vous l'accorde, c'est un des grâles de l'entrepreneuriat, avoir enfin, finalement, un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ce qu'on n'arrive pas souvent à voir, ce qui beaucoup de personnes dans le salariat n'ont pas nécessairement, mais cela dit, dans l'entrepreneuriat, pas non plus. Et à nos débuts, encore moins, puisque c'est excessivement compliqué de savoir faire la part des choses, de pouvoir arriver à cet équilibre. Mais cette notion d'équilibre, elle vient d'où? De l'homéostasie, de nouveau. C'est le principe de je suis efficient au mieux avec le moins d'énergie possible. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, notre vie personnelle? Qu'est-ce qui nous draine de notre énergie? C'est notre vie professionnelle, ou du moins ça c'est le stéréotype. Je suis pas d'accord avec ça. Pas du tout d'accord avec ça, puisque ma vie professionnelle m'épanouit énormément et me passionne beaucoup, tout autant que ma vie personnelle. Par contre, là où j'ai besoin d'un équilibre, c'est un équilibre entre toutes ces choses qui me passionnent et qui doivent rentrer dans mes 24 heures de ma journée, plus le sommeil, quand même, et l'alimentation, et le sport. Ouais. Ça fait beaucoup. Mais de nouveau, cet équilibre est hyper important puisque tout notre système est régulé sur un principe d'équilibre. Donc il est tout à fait logique finalement que nous allons chercher d'être en balance partout dans notre vie. Quand j'ai fait ma conférence l'année passée, j'ai donné l'exemple des assiettes tournantes. Ce principe de déséquilibre équilibré. On est en train de tourner les assiettes sur nos petits bâtons. L'assiette est en équilibre tout en étant toujours dans un constant déséquilibre. C'est le fait que la baguette tourne qui la reprend à gauche, à droite, devant, derrière pour qu'elle reste en mouvement et plus ou moins stable. Notre corps est pareil, notre esprit est pareil, notre entreprise est pareille. Nous sommes en mouvement, nous allons toujours vers l'avant, nous voulons toujours évoluer et grandir en essayant de limiter la casse, c'est d'être en équilibre, si ce n'est que l'équilibre stable, ça n'existe pas.
dans le corps humain, dans notre vie, ça n'existe pas. C'est toujours un déséquilibre équilibré. Ou un équilibre déséquilibré, plutôt, puisqu'on vise le point central, mais on est toujours en train de balancer entre les deux, et c'est ça qu'il faut garder évidemment en tête. L'équilibre parfait n'existe pas. Il y aura toujours un moment où on tirera d'un côté ou de l'autre, plus vers la procrastination ou le travail extrême, plus vers le repos ou l'investissement extrême, entre la dépense énergétique et la diminution de la dépense énergétique, c'est tout à fait normal. Il y a par contre une exception. Il y a beaucoup d'applications de cette exception, c'est quand l'équilibre a été tellement rompu qu'il n'est plus possible de revenir à ce point d'équilibre. L'homéostasie retrouve du coup un nouveau point d'équilibre. Je prends l'exemple des alpinistes, ceux qui vont gravir l'Everest pour prendre le mont le plus haut ici au monde. À partir de 3500 mètres, 4000 mètres, ça devient quand même vraiment compliqué à respirer et le corps a absolument besoin de s'adapter. L'équilibre qu'il a ici, nous, dans nos contrées sous 1000 mètres, et même moins en Belgique, bref, l'équilibre que nous avons ici sous 1000 mètres n'est absolument plus applicable à 2000, 3000, 4500, 5000 mètres. Ce n'est plus possible. Et l'organisme a besoin du coup de beaucoup trop d'énergie, d'une dépense énergétique beaucoup trop importante pour garder l'oxygène dans le corps s'il reste à son état d'équilibre précédent. Il va donc entraîner une production de beaucoup plus de globules rouges, une hyperventilation au niveau des poumons pour conserver un état d'oxygénation correct au niveau du corps. Alors, l'équilibre qui est gardé, c'est l'oxygénation minimale vitale pour la survie. Ça, c'est un non négociable. Par contre, la manière dont on y arrive, c'est un nouvel équilibre qui s'installe avec beaucoup plus de globules rouges, avec une fréquence respiratoire beaucoup plus importante et une réduction de la capacité musculaire pour ne pas consommer trop d'oxygène, évidemment. Sinon, les organes vitaux internes, les organes nobles, le cœur, le foie, les reins ne savent pas fonctionner et on meurt. Ça ne sert à rien de savoir faire du sport en haute altitude si on est mort. Comprenez la logique du corps. Moi, en tout cas, oui. J'espère que vous aussi. Ce nouvel équilibre s'installe par souci, de nouveau, d'économie d'énergie. Il est beaucoup trop coûteux de revenir en arrière et donc on s'installe dans un nouvel équilibre. Finalement, on s'adapte à la nouvelle habitude, on s'adapte au nouvel environnement. C'est la capacité d'adaptation de notre corps humain. C'est aussi là-dessus que l'on peut jouer quand on introduit une nouvelle habitude, quand on veut prendre des décisions plus rapides, plus fonctionnelles. Le principe de la zone de confort est aussi quelque part dérivé de ce principe d'homéostasie puisque c'est à chaque fois arriver suffisamment loin de son état d'équilibre précédent que pour instaurer un nouvel état d'équilibre qui nous ouvre, qui agrandit notre zone de confort. La zone de confort est beaucoup plus complexe que ça. Ça fait le 3e épisode que je vais devoir vous tourner et je le ferai avec grand plaisir. Ça mérite en tout cas clairement d'y passer plus de temps. Mais ce principe d'homéostasie, j'y reviendrai quand je parlerai de la zone de confort parce que c'est un de ces principes de base et de pourquoi cette zone de confort existe et de la manière dont on l'ouvre et l'élargit également. Voilà, maintenant vous savez tout concernant ce principe d'homéostasie, concernant la difficulté à changer des habitudes, concernant aussi le fait que vous jouez quelque part contre vous-même. C'est très important pour moi de connaître ce principe, de savoir intérieurement, inconsciemment, qu'est-ce qu'il se joue pour pouvoir déjouer progressivement notre corps. N'oubliez quand même pas que ce principe est fondamental et vital. Il n'existe pas pour rien puisque tout le corps est basé, toute la physiologie est basée sur ce principe-là. Donc, l'ignorer ou faire en sorte de n'absolument plus du tout être en équilibre nulle part, vous allez vous cramer, c'est pas la bonne technique.
Il faut être conscient de notre homéostasie, il faut être conscient de notre besoin d'équilibre, de notre besoin d'une consommation minimale d'énergie pour après pouvoir surfer dessus, accorder des moments de récupération d'énergie à notre corps et accorder et autoriser des moments de dépense énergétique beaucoup plus importants. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez une petite note, un commentaire et partagez l'épisode autour de vous à toutes les personnes qui en ont besoin. Je suis sûre que ça en intéressera plus d'un. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine fois.